Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Comme vous le savez, nous nous sommes déplacés à Washington DC pour rencontrer des personnalités africaines qui font rayonner le continent noir. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une dame grande, pas que par la taille, surtout par ce qu'elle a dans la tête et ce qu'elle a accompli pour le continent. Elle est la tête d'une grosse institution qui est basée donc ici à Washington aux États-Unis. Elle, c'est Leila Ndiaye. Bonjour Leila. Bonjour Monsieur Mwafo, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va, bienvenue à Washington. Merci beaucoup. Merci de visiter IGD ce matin. Tout à fait. IGD, alors, j'ai lu en anglais, if my English is not nice, I'm sorry, I apologize. Initiative for Global Development, isn't it? Exactement. Alors, IGD, Initiative for Global Development en français, l'initiative pour le développement mondial. D'accord. Alors, qu'est-ce que IGD fait pour ce développement mondial? Bonne question. D'abord, dans votre introduction, vous avez parlé du continent africain. Donc, IGD, la mission d'IGD est de mobiliser le secteur privé américain. D'abord, pour lutter contre la pauvreté. Donc, initialement, cette initiative a été créée en 2003 par Bill Gates Senior et d'autres hommes d'affaires. Et cette initiative avait pour vocation de lutter contre la pauvreté, mais dans le monde entier. Il est vrai que ceux qui m'ont précédé à la tête d'IGD, notamment l'administrateur actuel de l'USAID, Mark Green, le docteur Mimal Nedeljković, aussi qui est le sortant, ont recadré la mission d'IGD et nous nous focalisons uniquement sur l'Afrique. Alors, comment est-ce que nous accomplissons notre mission? Tout simplement en mobilisant, je disais tantôt, le secteur privé américain, mais aussi le secteur privé africain, en faisant en sorte que nous puissions tisser des partenariats d'affaires entre ces deux secteurs privés et investir dans des projets qui auront un impact direct sur le développement en Afrique. Et donc, bien évidemment, cela va engendrer la création d'emplois dans les deux sens, Afrique et Amérique. Et puis aussi, nous le faisons à travers l'éducation. Nous avons des programmes de formation et puis nous faisons aussi du conseil. IGD agit également comme consultant pour certaines institutions telles que la Banque africaine de développement et la Fondation Rockefeller, dans des programmes bien spécifiques, surtout les secteurs de l'agriculture en Afrique. On pourra en parler plus tard. Permettez-nous de vous connaître un tout petit peu. Avant d'arriver à la tête d'IGD, vous étiez bien quelque part, toujours ici à Washington. Quel est votre parcours? Donc j'ai un parcours, c'est bien gentil de me poser la question parce que moi-même aussi, il y a des fois je me dis mais finalement quel est mon parcours? Parcours très simple, je suis d'origine ivoirienne et sénégalaise, née et grandie en Côte d'Ivoire. J'ai eu vraiment la chance, parce que c'est une chance, d'avoir été à l'école en Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait mon école primaire à Grand Bassam, ensuite le lycée à Abidjan. J'ai quitté Abidjan en classe de première pour terminer le cycle du lycée à Genève, en Suisse, ce qui n'est pas très courant, parce que là, en général, on pense toujours aller en France quand on est francophone. Francophone, tout à fait. Mais bon, j'ai terminé en Suisse, et de la Suisse, j'ai rejoint Washington, et je suis allée à l'école ici. Donc, j'ai fait mes études supérieures ici, en partie. J'ai travaillé à Washington à mes débuts. J'ai fait un saut à la Banque mondiale. Un petit saut ou un grand saut? Un petit saut, parce que c'est vraiment à mes débuts au département Afrique. À l'époque, ça s'appelait African Technical Department. Et ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats qui appartenait à l'ancien sénateur Perchbay, et je m'occupais des questions Afrique. Au sein du cabinet, il y avait une cellule de lobbying. J'ai travaillé longuement avec lui. Et après cette expérience enrichissante, où j'ai eu à vraiment traiter de dossiers, je dirais, fascinants en ce qui concerne l'Afrique,
j'ai travaillé en tant que consultant pour CNN International. Et ensuite, je suis retournée faire des études supérieures en Europe. Et suite à cette expérience, parce que ce sont que des expériences, oui, tout à fait. Et cette formation, j'ai rejoint le cabinet de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, lequel? Le président Laurent Gbagbo. Vous avez travaillé avec Laurent Gbagbo? J'ai travaillé avec le président Laurent Gbagbo. J'ai été conseiller spécial auprès du président de la République de Côte d'Ivoire. Et à la suite des événements que la Côte d'Ivoire a connus, je suis revenue donc à Washington. Et quand je suis revenue à Washington, j'ai appliqué quand j'ai vu qu'il y avait une position qui se libérait. Ah, vous avez candidaté? Oui. Candidaté à la Chambre de commerce des États-Unis. Il y avait un poste, j'avais posé ma candidature pour le poste de directeur chargé des affaires politiques. Donc de la Chambre. En anglais, c'est policy. De la Chambre de commerce. Et donc j'ai été retenue et j'ai travaillé au sein donc, de la Chambre au département Afrique. Et par la suite, je suis devenue directeur principal du département Afrique. Et voilà que il y a un an, j'ai été sollicitée pour rejoindre IGD, car le président sortant allait faire valoir ses droits à la retraite. Ah, d'accord. Alors, donc, c'est IGD a été créé par Bill Gates et ses amis, vous l'avez dit. Bill Gates Senior, le père. Bill Gates Senior, le père. J'ai lu un petit mot de lui ce matin avant de venir, car il fallait bien fouiller pour cuisiner. Hein. Il déclare que le monde avance, mais l'Afrique stagne, l'Afrique ne bouge pas. Est-ce que c'est ce qui l'a motivé à créer IGD? Non. Parce que, encore une fois, au départ, IGD d'avoir été créé en 2003, c'est-à-dire les statuts ont été, sont devenus officiels, donc enregistrés en 2003. Par contre, l'initiative elle-même existe depuis 2002. Et ils ont créé IGD non pas à cause de l'Afrique, c'était en réponse aux attaques des tours jumelles du 11 septembre 2001. Où ils ont eu un sursaut, donc ces hommes d'affaires-là. Il faudrait rappeler aussi que Bill Gates Senior est co-président de la fondation Bill and Melinda Gates et co-fondateur aussi. Et donc, ils ont constaté qu'il fallait lutter contre la pauvreté, mais en mobilisant d'abord le secteur privé, mais par ricochet, il faudrait créer de l'emploi pour lutter contre la pauvreté, mais aussi lutter contre le terrorisme. Dans les États-Unis? Dans les États-Unis et puis aussi dans le monde. C'était ça l'idée initiale. Et après, quand on a eu il y a eu une première présidente qui s'appelle Jennifer Potter, qui dirigeait donc IGD. Donc en son temps, IGD avait des opérations en Europe, en Asie, en Amérique latine, un peu partout. Et quand IGD a changé de direction et aussi de conseil d'administration, parce que jusqu'à il y a 3 ans, le conseil d'administration était co-présidé par Madeleine Albright, secrétaire d'État, et par le secrétaire d'État Colin Powell. Donc jusqu'à il y a 3 ans. Donc quand eux ils ont rejoint donc IGD, ils ont repensé et IGD maintenant les activités se sont concentrées sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Alors donc ce n'était pas parce que IGD n'a pas été créé parce que l'Afrique stagnait. Non, IGD a été créé parce qu'il y avait un besoin accru à ce moment précis. En fait, les fondateurs d'IGD avaient ressenti ce besoin accru de créer une plateforme qui allait permettre de mobiliser le secteur privé pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Ce n'était pas l'Afrique. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Je vais vous ramener sur le continent car je travaille pour l'Europe mais surtout pour le continent africain. Est-ce que vos activités sur le territoire africain sont aisées? Nous savons très bien qu'on ne peut pas créer des richesses tant qu'il n'y a pas de stabilité politique et dans la majeure partie des pays africains, il n'y a pas de stabilité politique.
Bon, ça, il ne faudrait pas aussi extrapoler. On a 54 pays. Vous n'allez pas me dire que dans 50 pays, il n'y a pas de... J'ai dit dans la majorité, 54, la majorité c'est 27, hein? Bon, la majorité c'est 27, mais est-ce qu'il y a 27 pays où il y a l'insécurité? Je pourrais me mettre à les citer, on ne sera pas loin de 20. Ben, on n'est toujours pas à 27, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait analyser les choses, mais pas en prenant un cas isolé et en l'attribuant à tout le continent, parce qu'à cette allure-là, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait pouvoir cibler nos actions en fonction des besoins et en fonction des défis qui se présentent à nous. Le problème sécuritaire n'est pas spécifique à l'Afrique. On le retrouve ici, aux États-Unis, peut-être qu'on en parle un peu moins. On le retrouve en Europe, on le retrouve aujourd'hui même, on a tous vécu ça récemment, c'était très triste, en Nouvelle-Zélande, où personne ne s'y attendait. Bon, mais tout dépend de l'ampleur du tapage médiatique qu'on fait par rapport à la situation. Et les journalistes jouent bien évidemment un grand rôle. Et je pense qu'il est de votre devoir en tant qu'Africain, en tant que personne qui fait la promotion du continent. Je dirais le continent africain, parce que tout à l'heure vous avez utilisé une phrase, un mot dans votre introduction. Vous avez dit l'Afrique, vous avez parlé du continent noir. Non, parlons de l'Afrique dans sa globalité, subsaharienne, et l'Afrique du Nord, entier, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et le problème de la sécurité, eh ben, il est partout dans le monde aujourd'hui. Et l'Afrique, c'est vrai que ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que ce sont dans des régions, quand vous prenez la région du G5 Sahel, c'est une zone, je voudrais dire, qui est une zone très sensible parce qu'elle est un peu tampon, parce qu'elle est entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Elle est dans l'Afrique subsaharienne, mais elle est un genre de zone tampon. Et puis, bon, à la limite, si on va un peu plus à droite, tout dépend de où on se trouve sur la carte, vers la Libye. Donc, je dirais, c'est vers le nord, oui. Et puis le côté, voilà. Ce sont des zones qui sont très riches en ressources naturelles, notamment pétrolières. Et donc, quand c'est comme ça, il y a des enjeux tels qui font que, malheureusement, on a constaté que partout où il y a beaucoup de richesses, il y a l'instabilité également. Et il s'avère que ce sont des régions où la population est très jeune et très pauvre. Et ce qui est paradoxal en plus. Hein. La pauvreté comparée aux ressources naturelles que ces régions-là ont. Et ça, on peut en parler jusqu'à demain, mais je veux dire, c'est un autre sujet. Par contre, quand on fait ce constat-là et qu'on se dit, mais tiens, on en parle beaucoup, oui, parce que l'enjeu, il est économique, oui, l'enjeu, il est au niveau aussi, il est démographique, avec tous ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on en fait, etc. C'est la réflexion que vous faites au sein de Investment for Global Development. L'initiative pour le développement mondial. Et c'est pour cela que nous regardons l'Afrique avec un autre regard. Nous, on regarde l'Afrique depuis que je suis arrivée. Ces problèmes de sécurité, oui, comment est-ce qu'on les adresse en tant qu'IGD, Initiative pour le développement mondial? Ces problèmes démographiques par rapport à la jeunesse, par rapport aux femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, nous disons que la jeunesse représente une richesse. C'est un atout. C'est vrai que il y a aujourd'hui l'insécurité, donc certains jeunes sont utilisés malheureusement par les groupes terroristes parce qu'ils n'ont pas de travail. Et nous regardons cela. Certaines femmes aujourd'hui se retrouvent aussi sans ressources, alors qu'elles représentent une richesse, car elles sont le socle de la société. Et aussi, ce sont les femmes qu'on retrouve sur tous les pans de l'économie, qu'elles soient vendeuses, qu'elles soient dans les champs, etc. Qu'est-ce que nous faisons de cette richesse-là? Et comment est-ce qu'on mobilise le secteur privé pour répondre aux attentes de cette couche vulnérable de la population? Alors c'est à ce moment, à partir de ce constat-là, que nous avons maintenant décliné plusieurs programmes que nous appelons les initiatives, et on pourra en parler si vous êtes disponible. Oui. Peut-on éradiquer la pauvreté lorsqu'on fait face à de mauvaises gouvernances? Mais connaissez-vous, pourquoi est-ce que quand il s'agit de l'Afrique, on parle d'éradiquer la pauvreté? Quel est le pays qui a réussi à éradiquer la pauvreté dans le monde? On ne dira pas qu'aux États-Unis, les gens sont en majorité pauvres.
Ben, écoutez, Et en Aux États-Unis, où nous sommes ici, vous allez dans la rue et je vous mets au défi de me dire si vous rencontrez des homeless ou pas. Il y en a. On est sur K Street. Vous descendez de mon bureau, qui est la rue la plus prisée de Washington. C'est la rue où vous avez tous les lobbyistes. C'est la rue qui est à peine 2 blocs de la Maison Blanche. Je suis sûre que vous avez constaté au moins la présence de homeless. Je le comprends. Ce qu'on trouve rarement, je veux dire, à chaque bloc, vous avez au moins un homeless. Ce qui est très rare en Afrique. Alors pourquoi, à Abidjan en tout cas, une ville que je connais bien, il est très rare que je trouve sur mon chemin, en tout cas du début à la fin de la rue, avec tous les 10 mètres, quelqu'un qui est assis en train de mendier parce qu'il n'a même pas où habiter. Alors quand c'est l'Occident, quand c'est les États-Unis, on ne parle pas de ça alors que c'est un problème qui est mondial. Encore une fois, quand on reprend la création d'IJD et aussi le souhait des fondateurs d'IJD, quand ils ont dit lutter contre la pauvreté, c'était pas par rapport à l'Afrique, c'était un problème mondial. Aujourd'hui, ils sont orientés sur l'Afrique. Ben, on s'est orienté sur l'Afrique. Voilà pourquoi je ne parle que de l'Afrique surtout. Oui, on s'est orienté sur l'Afrique parce que la direction, comme j'ai dit tantôt au début, quand IJD a changé de directeur, de président-directeur général, aussi la mission a évolué. Et il faudrait savoir aussi que les fondateurs d'IJD ne sont plus actifs, comme je le disais tout à l'heure, parce que d'un certain âge, plus de 90 ans, donc ils se sont retirés, et même Bill Gates Senior n'est plus au quotidien dans la gestion de la fondation Bill et Melinda Gates. Lélandia, il faut bien qu'on comprenne. Oui. Je ne suis pas là pour faire le procès d'IJD, au contraire, GMTV+, salue l'initiative d'IJD et de sa présidente que vous êtes. S'il y a le procès de quelqu'un à faire, ça les grandes nations. Donc c'est pas vous du tout. Mais je me pose la question que les téléspectateurs pourraient se poser. Vont-ils réussir leur mission sur un continent où il y a des instabilités partout, il y a de la pauvreté qui galope et où on sent qu'il n'y a pas une réelle politique mondiale de développer le continent? Voilà, c'est une question simple. Mais la question, moi je l'apprécie. Je vous ai répondu en faisant une diversion et je l'ai fait à dessein. Je vous ai bien compris. Je sais que vous êtes là parce que vous appréciez notre travail. Nous sommes à notre deuxième échange. Hein, donc tout à fait, oui. On se rejoint sur beaucoup de points, mais il était important pour moi de recentrer et de recadrer les choses parce que le débat, quand il s'agit de l'Afrique, parce que je vis l'Afrique vit en moi également. Elle est même sur vous, on la voit. Je suis très sensible quand on me dit que c'est qu'en Afrique qu'il y a la pauvreté, c'est qu'en Afrique qu'il y a les crimes, c'est qu'en Afrique qu'il y a la mauvaise gouvernance. Mais écoutez, la mauvaise gouvernance, elle est partout. La pauvreté, elle est partout. L'insécurité, elle est partout. Par contre, qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous faisons pour changer la perception que le monde a vis-à-vis des fléaux qui sont des fléaux partagés par toute la planète? C'est-à-dire l'insertion des jeunes, la création d'emplois, se faire en sorte qu'il y ait la sécurité, faire en sorte qu'on lutte contre la corruption, etc. Des institutions comme les nôtres ne peuvent que venir qu'en appui, qu'en appui au gouvernement africain ou bien aux institutions, aux ONG locales, mais nous ne pouvons pas venir ni en opposition ni en donneur de leçons. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler en partenariat, parce qu'on n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Par contre, nous croyons en un partenariat qui va permettre de vraiment créer de l'emploi et puis surtout faire en sorte que tous les projets s'inscrivent dans la durée de développement. Est-ce qu'il est aisé de travailler en Afrique pour vous? Vu les politiques qui sont installées, est-il aisé pour IJD de travailler avec l'Afrique? Simple question. Mais, ça dépend bien évidemment du moment. Tout dépend du moment. Tout dépend des interlocuteurs. Il y a des fois, vous avez des personnes qui sont réceptives
au projet que nous proposons. Et il y a des fois, les personnes ne le sont pas, mais elles ne le sont pas parce qu'elles ne veulent pas travailler avec nous. Ben voilà. Elles ne le sont pas parfois parce qu'il y a certaines contraintes et certains, je dirais, il y a des contraintes, ils peuvent avoir aussi leur priorité du moment qui jouent. Oui, je vous explique pourquoi je vous ai posé cette question aussi. Il y a de cela 6 ans exactement, mai 2013, je suis invité au Burkina Faso par Luc Adolphe Tiao, que vous connaissez sans doute, Premier ministre d'alors. J'arrive, il me prend en avion et on va visiter l'ouest pas des États-Unis, pardon, du Burkina Faso, au bord du fleuve Sourou, où il y avait des irrigations pour irriguer les terres, qui produisaient 4 types de céréales par an. C'est un programme américain qui l'avait financé. Et ce programme-là a mis à disposition de chaque pays d'Afrique qui le souhaite ces fonds-là, à condition que ce soit eux qui tiennent la bourse et viennent faire le travail. Le Burkina l'a pris, mais les autres pays d'Afrique ne prennent pas. On se pose parfois la question pourquoi. Voilà pourquoi je vous demande, est-ce que pour vous, il est aisé, étant donné que pour l'autre, c'est pas souvent aisé d'aller apporter la richesse en Afrique? Alors, est-ce qu'on doit apporter la richesse en Afrique? La question. Apporter de l'aide. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'apporter de l'aide à l'Afrique? Le savoir, c'est de l'aide aussi, apporter le savoir. Attention. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des leçons à donner à personne, parce qu'on arrive à un stade où la classe dirigeante, en tout cas les classes dirigeantes en majorité, a le même degré d'instruction que les classes dirigeantes à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il n'est pas rare d'avoir à la tête de certains chefs, de certains États en Afrique, des experts dans leur domaine, en économie, en agriculture, dans la santé, etc. Donc, au niveau d'éducation, là, je veux dire qu'on arrive quand même à atteindre le niveau, pour ne pas dire, il y a certains même leaders en Afrique qui ont un niveau supérieur d'instruction. Maître Abdoulaye Wade me l'avait dit le 8 décembre 2007, il était le chef d'État le plus diplômé de la planète. Ben, voilà, alors donc vous voyez, voilà un exemple. En plus, il est vivant et que Dieu lui accorde une longue vie. Alors, la question ne se situe pas là. Quand vous me dites, on vous envoie des grains, et puis il faut planter. Et il y a un pays qui accepte. Ce pays qui accepte, il accepte parce que ça s'inscrivait à ce moment précis dans sa... Je ne parle pas des grains, je parle de l'irrigation des terres. Hein. L'irrigation des terres, oui. Oui, l'irrigation des terres. Donc à ce moment-là, ça s'inscrivait dans sa politique. Irriguer ces terres. Il y a les pays qui ont peut-être dit non, peut-être que leur politique ne se situait pas là, elle se situait peut-être à la transformation. Maintenant, nous avons planté, nous avons de l'eau, nous avons les grains. Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner à transformer? Et c'est là où Al-Jidi, aujourd'hui, joue un rôle important. Al-Jidi s'inscrit dans la nouvelle politique, cette nouvelle vision de l'Afrique, où il faut passer de la matière première à la matière première finie. Donc la transformation, apporter de la valeur ajoutée à nos richesses. Ce dont l'Afrique a besoin. Ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, l'Afrique a besoin de commerce. De commerce. De l'apport technique. L'apport technique, les échanges commerciaux, d'abord entre États. Donc aujourd'hui, c'est très bien que nous avons cette zone de libre-échange économique là, continentale, parce qu'il y aura des échanges commerciaux qui vont se faire entre États, aussi la libre circulation des biens donc, et des personnes. Ensuite, l'Afrique deviendra non seulement le plus grand marché, mais l'Afrique aussi sera un partenaire idéal pour une puissance comme les États-Unis, pour des puissances comme la Chine, pour des puissances comme l'Union européenne, etc. Est-ce un rêve ou quelque chose qui est proche? C'est proche. Pensez-vous que je vais voir tout cela avant de mourir? Bien sûr que Dieu nous prête longue vie, à nous tous. Chère Léla, y a-t-il une question que vous aimeriez que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas tout. Je ne sais même rien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voudrez ajouter? Si ça ne tenait qu'à moi... On s'arrêterait là? Oh, non, c'est tout un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et tout ce que moi j'aimerais plutôt faire passer comme message. Vous avez tout à l'heure parlé d'Africaines ou d'Africains qui font bouger les lignes. Je pense que c'est encore une métaphore
dans le sens où on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul et on ne peut le faire qu'en ayant un accompagnement très fort, d'abord venant de notre continent, parce que nous ne faisons qu'être des représentants, donc un genre de courroie de transmission. On a besoin de soutien de nos frères qui sont sur le continent, de la même manière que nous sommes là, pas pour avancer un agenda, faire avancer un agenda qui va à l'encontre des intérêts de notre continent, bien au contraire. On disait la dernière fois, on a eu une discussion très enrichissante avec des amis, et la question aujourd'hui n'est pas la fuite de cerveau. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains de la diaspora, on a apporté à notre continent. Et lorsqu'on nous permet de le rapporter, bien sûr. Donc ça peut être le savoir-faire, ça peut être... oui, le savoir-faire d'abord, ce qui est beaucoup. Donc passer du brain drain au brain gain. Donc c'est pas mauvais. Très bien Léla, merci pour cet entretien. J'espère que vous convierez JMTV+ à aller sur le terrain avec vous, voir comment vous menez vos actions. Ce sera un plaisir, je m'y rendrai. C'est avec grand plaisir que nous le ferons, vous pouvez compter sur nous. Merci Jackie. Chers téléspectateurs de JMTV+, on se retrouve sur cette même chaîne dans quelques jours avec un autre invité, aussi riche que Léla. Partagez si vous avez aimé, dites-le nous à nous si vous n'avez pas aimé comme ça, je ramènerai tout à Léla. À très bientôt. Bye bye. Si vous désirez étudier, travailler, faire des affaires, du tourisme ou demander l'asile au Canada, faites confiance à un consultant autorisé par le gouvernement canadien. La firme Immigration Efficace Canada est là pour vous rassurer et vous accompagner. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Au Cameroun, notre personnel est disponible pour vous accompagner. À Douala, nous sommes situés en face de l'entrée principale, Camtel Abbé Panda. À Yaoundé, nos bureaux sont situés au-dessus de la pharmacie du carrefour Elia à Mélène, à l'entrée de l'école polytechnique. Contact 6 96 60 17 69 6 50 64 47 90. Contact siège social à Montréal 001 514 963 7619. Tous ces numéros sont également disponibles sur WhatsApp.